faut replacer un peu les choses dans leur contexte. Il faut se rappeler que Aimé Jacquet a été nommé sélectionneur de l'équipe de France à l'automne 93, dans la foulée de ce véritable séisme qu'avait constitué l'élimination de la France de la Coupe du Monde 94 aux États-Unis, après 2 défaites au Parc des Princes contre Israël et la Bulgarie. Séisme dans lequel avait péri, si je puis dire, le président de la fédération, Jean Fournet-Fayard, le sélectionneur Gérard Houllier. Donc il y a eu une période extrêmement difficile, extrêmement floue. Le président Jacques Georges, qui avait déjà été président de la fédération, est venu au secours de la patrie. Et Aimé Jacquet, le fidèle second de Gérard Houllier, qui se voyait déjà partir avec Gérard, a été rappelé en service commandé pour prendre les choses en main. Il l'a fait de façon difficile, avec des joueurs traumatisés, une opinion désabusée, une presse extrêmement virulente. Et donc la qualification à l'Euro 96 a été difficile, laborieuse. Malgré tout, il y a eu un Euro 96 satisfaisant, avec une élimination en demi-finale, on n'a pas à rougir. Et la Coupe du Monde 90 s'est préparée dans ces conditions-là, et avec en toile de fond cette dominante qui n'allait pas nous quitter, c'est l'opposition, je dirais, de principe du journal L'Équipe, qui est quand même un faiseur d'opinion considérable, qui, à partir de ses analyses, dont je ne discute pas l'honnêteté dans un premier temps, estimait que par sa personnalité, par ses options de jeu, sa manière de gérer le groupe, Aimé Jacquet n'était pas l'homme qu'il fallait pour espérer réussir un jour une grande performance en équipe de France. Donc, avec un fond d'objectivité, mais quand même cette tendance marquée à la méfiance et à la défiance, et on a dû faire avec ça jusqu'au début de la Coupe du Monde. Je vous rappelle que pour mémoire, certaines unes de l'équipe, encore à 3 mois, 2 mois, 1 mois de la Coupe du Monde, et alors on joue à 13, parce que Aimé Jacquet avait commis le crime de donner 28 noms au départ pour les ramener à 22, alors que l'équipe voulait imposer une sélection de 22. Voilà, ce n'est qu'un détail, mais c'est pour vous situer. Et début juin encore, après un match qu'on avait gagné difficilement en Finlande 1-0, l'édito, c'était, voilà, on est au pied de l'Everest, on est en espadrille, on va se casser la gueule. Voilà. Donc, la Coupe du Monde a été abordée par l'équipe de France dans des conditions d'environnement, dans un climat médiatique qui n'était pas très favorable, même si plus d'1 an à l'avance, on sentait un groupe extrêmement soudé autour d'Aimé Jacquet, qui avait expliqué aux joueurs ce qu'il faisait, pourquoi il le faisait, comment il le faisait. Et on avait la chance d'avoir à la tête de ce groupe de 22 joueurs, 2 garçons, il ne faut pas s'étonner de ce qu'ils ont fait après, c'est Didier Deschamps et Laurent Blanc, qui étaient des capitaines d'équipe remarquables. Les politiques accompagnent autant qu'ils le peuvent et donnons crédit à un certain nombre d'hommes politiques, et non des moindres, d'avoir éprouvé pour le sport et pour les sportifs un véritable intérêt, qui n'est pas seulement de façade. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser que l'intérêt est fonction de l'impact médiatique et donc électoraliste de l'événement. Et bien évidemment, la Coupe du Monde en France a eu une telle répercussion, a mis tellement de gens dans la rue pour des moments de liesse et de fraternisation. Et bien évidemment, les politiques ne pouvaient pas passer à côté d'une telle aubaine. Je crois que dans les jours ou les semaines qui ont suivi, le président de la République, le Premier ministre, le ministre des Sports, tout le monde a grimpé dans les sondages. Donc je pense que ce sont des gens qui sont à la hauteur de l'événement pour l'accompagner autant qu'ils le peuvent et accorder toutes les facilités pour que l'événement sportif se déroule dans les meilleures conditions. Et puis après, c'est le petit jeu classique des photos, des déclarations. Il faut marquer son territoire, dire j'étais là, j'y étais, j'ai participé, etc., etc. Mais c'est pas
le monde sportif ne s'en offusque pas. On sait que ça marche comme ça fonctionne comme ça, qu'il y aura certainement toujours à Clairefontaine pendant la préparation le ministre des Sports qui est très présent près de nous, M. Caner ou M. Braillard manifestent fréquemment auprès de l'équipe de France actuelle leur intérêt, leur soutien. Le président Hollande est venu dans le vestiaire à l'issue du dernier match contre la Russie. Voilà, non mais tout ça sont des gestes dont il ne faut pas nier la symbolique, mais sans être dupe non plus pour l'image des politiques, de tout ce que ça peut apporter. Il y a des politiques de tous bords qui aiment vraiment Nicolas Sarkozy, un inconditionnel du PSG. On en a à la tribune du Parc des Princes fréquemment. Je me rappelle que Georges Marchais, à une époque, était également très, très assidu. François Hollande, on le rappelait tout à l'heure, a fait partie d'une équipe de parlementaires qui ont fait des matchs de football à Charletti. Et Jacques Chirac, qui n'était pas un fanat du sport et aimait les sportifs et aimait leur contact, aimait discuter avec eux. Et on a tous des très bons souvenirs des visites qu'il nous a faites à Clairefontaine avant la Coupe du Monde 98. Oui, Nasna, ça a été on parlait du séisme de 93, dans le genre, avec cette malheureuse grève des joueurs de l'équipe de France qui, pour manifester leur soutien à un camarade, d'après eux, trop durement sanctionné, ils ont voulu marquer le coup. Et là encore, on est dans un rapport de force médiatique. Ça n'aurait pas suscité beaucoup d'émotions ou de réactions en France. Je pense que les politiques ne s'en seraient pas émus outre mesure. Mais là, c'était dans les caméras de télévision du monde entier. C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde qu'une équipe nationale faisait la grève d'un entraînement. Et ça a pris des proportions énormes. Donc, Roselyne Bachelot, la ministre des Sports, était là. Nicolas Sarkozy lui a demandé de rester. Il a convoqué dès son retour. Dès que Thierry Henry est revenu avec l'équipe de France, il y avait une voiture de l'Élysée qui l'attendait pour faire un débrief de la situation. Donc voilà, c'est là aussi à l'aune de l'impact public et médiatique, le politique se doit d'être présent, de réagir et au moins donner l'impression de contrôler ou de maîtriser, du moins de comprendre le pourquoi des choses, sans être dupe là non plus. C'est un accompagnement, voilà. On est dans un sport hyper professionnel, hyper médiatisé, et il y a un juge de paix, c'est le résultat. Et il faut regarder les sondages d'opinion qui sont d'une versatilité assez incroyable d'un mois sur l'autre, dans le même espace d'un an, dans l'espace d'un an, deux mauvais résultats ou une affaire, comme hélas le football en génère assez fréquemment, peut mettre l'équipe de France à 20% d'opinion favorable. Et 2 mois après, 2 bons résultats, une qualification, un but extraordinaire, et les Français vont être à 75% derrière l'équipe de France. Donc là encore, ce sont des modes, ce sont des passages difficiles, et on passe très vite du pessimisme le plus noir à l'optimisme le plus déraisonnable. Voilà, c'est comme ça, il faut s'y faire. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours évident à gérer parce que le décalage est constant entre les acteurs qui savent la fragilité des choses et les médias, les politiques ou le public qui surfent sur l'émotion du moment. Et il y a une formule qui est très bonne que Roger Lemaire, l'entraîneur des champions d'Europe 2000, emploie souvent, comme d'autres. Il dit la victoire comme la défaite sont deux menteuses. C'est-à-dire que quand on a gagné, il ne faut surtout pas croire que tout va bien et qu'on peut se reposer sur nos lauriers.
Et quand on a perdu, il ne faut pas croire que tout est acheté et qu'il faut faire table rase du passé et repartir à zéro. Ce n'est pas vrai. Le sport est fait de comportements individuels et d'attitudes collectives qui vont de façon sinusoïdale entre des bonnes périodes, des moins bonnes, voire des très mauvaises. Et l'intérêt des gens, l'opinion qu'ils ont, est fonction de tous ces comportements, de ces résultats, et ça descend aussi vite que ça monte. Pour la conquête de cette Coupe du Monde en 98, on a vécu 2 mois ensemble. 2 mois, 45 personnes, 22 joueurs, 23 membres du staff autour. Comme Aimé Jacquet le disait, comme on l'appelait tout à l'heure, on était un peu dans notre bulle. On ne pouvait pas prendre la mesure de ce qui était en train de se passer, de cette fièvre grandissante. Alors il y avait bien les images de la télévision, on voyait bien après les matchs, les gens klaxonner dans les rues, mais bon, ça c'est devenu assez banal. Pour mesurer en profondeur la réalité du phénomène qui était en train de naître autour de l'équipe de France, il a fallu on avait joué à Lens contre le Paraguay en 8e de finale et on est rentré en bus. Sinon, on fait hôtel, stade, aéroport, hôtel. On a un peu coupé des réalités. Donc là, le trajet entre Lens et Clairefontaine s'est fait en bus. Et là, on a croisé dans tous les sens des voitures avec des drapeaux. Là, on a pris conscience qu'il y avait quelque chose qui était en train de... Mais on était encore loin d'imaginer ces scènes dont on a été les témoins après la demi-finale ou la finale, quand il y avait 1 million de personnes sur les Champs-Élysées, drapeaux français, algériens, tunisiens, turcs, un peu de partout, qui a pu faire croire à un moment donné à une grande fraternisation qui allait durer, etc. Bon, on a vu que c'était une vraie liesse partagée sur le moment, mais ça n'a pas été trop loin. Donc on est revenu sur Terre vraiment le lendemain de la finale. On a atterri à ce moment-là, si on peut dire. Et les moments les plus forts, c'est à partir de ce moment-là. C'est quand le vrai coup au cœur, c'est quand Didier Deschamps soulève la coupe dans la tribune officielle. Là, on dit ça y est, c'est fini, c'est fait, ils n'enlèveront plus, c'est gravé dans le marbre. Voilà. Et puis après, quand on est sur ce bus au milieu d'1 million de personnes sur les Champs-Élysées avec un cordon de garde mobile arc-bouté pour empêcher les gens de déborder, ou à la Garden Party de l'Élysée le 14 juillet aussi. Là, on prend toute la dimension de ces phénomènes et là, on emmagasine des souvenirs pour la vie. Donc cette période 12-14 juillet 98, sur un plan personnel comme sur le plan cette petite famille qu'on formait autour de l'équipe de France, oui, ça reste les plus beaux souvenirs de mon existence, à n'en pas douter.